Je vais me présenter, Mathilde Rohrbasser, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter Madame Meuvely, voilà, qui a créé une école alternative. On va en discuter. Et puis, si vous êtes d'accord, avant de vous présenter, je voudrais juste parler de mon témoignage parce que je viens de passer 1 heure avec les enfants. Et puis j'ai été très touchée. Au début très perturbée parce que j'ai vu des enfants qui se déplaçaient, qui allaient dans différentes salles. Tout l'inverse de ce que moi j'ai reçu en éducation dans une école entre guillemets standard publique, avec des enfants parfois ici qui peuvent choisir les activités qu'ils ont envie de faire. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui cadre? Qui c'est qui pose? Ça m'a beaucoup perturbée au début. Et puis ensuite, j'ai vu des fois des enfants qui s'ennuyaient. Je me suis dit, mais non, mais là, ils leur apprennent rien du tout, c'est pas possible. Et puis en fait, je me suis posée, j'ai continué à observer. Et là, j'ai vu que c'était tout l'inverse de ce que je pensais. Il y avait un cadre. Il y avait chaque enfant qui avait un coach ou un professeur qui l'accompagnait à un temps donné. J'ai vu un enfant en face de moi qui avait environ 7-8 ans et qui faisait des calculs très impressionnants pour son âge. Et puis, j'ai vu au contraire qu'il y avait énormément de bienveillance et énormément d'amour. Et ça me touche beaucoup parce que je me dis que dans cette école, j'ai vu de la bienveillance et de l'amour. Et j'ai vu qu'au contraire, on donnait la place à l'enfant dans sa propre identité. Et n'ayant pas vécu ça, ça me touche encore plus. Donc j'aimerais déjà vous poser la question, partager aux personnes qui nous regardent qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation, parcours professionnel pour ouvrir cette école et pourquoi vous avez ouvert ce type d'école? Oui. Alors au début, je m'excuse, français c'est pas ma langue maternelle, je vais faire des fautes, mais ici, chez nous à l'école, on a le droit de faire les fautes, alors je parle. Voilà, alors moi j'ai étudié la philosophie à Fribourg et puis l'économie en branche secondaire. Après, j'ai longtemps travaillé dans des gymnases. J'ai donné ce qu'on appelle le PPP, alors la psychologie, philosophie et pédagogie. Et puis, avec mon mari, on a toujours été responsables dans des internats. Alors, on était parents de 45 jeunes adolescents. Et puis, c'est la première fois que j'étais confrontée avec des méthodes alternatives, c'est quand on était dans l'internat à Immensee. Il y avait des enfants qui venaient de l'école Montessori à Lucerne. Et puis, on a remarqué qu'ils étaient différents. Ils avaient encore des intérêts, beaucoup d'intérêts qui les fascinaient. Ils avaient plus d'envie encore d'apprendre. Ils étaient plus indépendants. Alors on était curieux. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder un peu. Qu'est-ce que c'est cette école Montessori? Voilà, c'était un peu le début. Après, on a déménagé à Appenzell. Et puis ma fille, elle était allée à l'école. D'abord, elle était au kindergarten. Et puis mais elle s'ennuyait. Alors là, au kindergarten, on l'a déjà pris à la maison parce qu'elle a dit que je peux faire plus à la maison qu'au kindergarten. Après, elle a commencé la première école primaire. Et puis, j'étais là le premier jour. Et puis, le maître, il a voulu le bien pour les enfants. Mais la façon dont il a voulu le bien pour les enfants, c'est de leur donner des ordonnances chaque seconde. Alors, vous pouvez ouvrir votre étui, attendre jusqu'à tout le monde a ouvert l'étui. Vous pouvez prendre votre crayon,
attendre jusqu'à tout le monde avait le crayon. Vous pouvez signer votre cahier ici, pas ici, pas ici, pas ici, ici. Moi, je suis allée aux toilettes, j'ai pleuré. J'ai dit, mais ça peut pas être possible. Nous, on fait tout pour avoir une enfant qui est indépendant, qui est plein de confiance. Et là, maintenant, il y a seulement une façon de faire juste les choses. C'est pas ce qu'on veut, nous. Et puis, c'est vrai, quand on est retourné à la maison, ces premiers jours, ma fille, elle m'a demandé, mais, maman, pour faire le crayon, comment on dit, le taille-crayon. Le taille-crayon. Mais je l'ai dans mon sac à dos. Est-ce que je dois laisser à l'école? Moi, j'ai dit, mais tu mets ce truc où tu veux. J'étais tellement fâchée. Elle avait mal au ventre chaque matin. Elle a pleuré, elle avait mal au ventre. J'ai vu ma fille, mais après 3 semaines, on n'a plus reconnu. On avait des amis de l'Australie, et puis ils ont dit, mais sors-là, fais l'école à la maison. Nous, on n'aurait même pas pensé. Mais en Australie, on fait beaucoup. À cause de la distance, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que c'est trop loin. Alors on a fait l'école à la maison avec 3 autres familles. Et c'était fantastique. Ma fille, elle a fait tout le programme de maths en 3 semaines. Et le reste de l'année, on était beaucoup dehors, on était dans la forêt. On a fait avec 3 familles. Alors les enfants étaient chez nous 2 journées, dans une autre famille 2 journées, dans la 3e famille 1 journée. On a fait la peinture, on est allé dehors aux forêts, on est allé dans les musées. Et j'ai vu comment on peut apprendre dans la vie, sans remplir des feuilles de travail. Et on peut apprendre. Alors on est déménagé ici à Tüdingen. Elle a eu on a dit, mais maintenant ça va aller tout bien. Ma fille, elle est allée dans l'école publique de nouveau. Elle a une maîtresse qu'elle aimait très bien. Mais je suis allée faire on avait la journée ouverte, je suis allée regarder. Ils étaient dans un cercle 1 heure. Et puis ma fille, elle était comme ça. Oh là là. Je suis allée à la maison, j'ai dit, fini, on ne fait plus. Alors on a longtemps discuté avec mon mari, est-ce qu'on fait de nouveau l'école à la maison ou est-ce qu'on ouvre une école? Et puis là, on s'est décidé, on veut ouvrir une école parce qu'on sait qu'il y a des autres enfants comme ma fille. Et puis on veut que ces enfants ont la possibilité de faire école différemment. Alors on a commencé avec nos 2 enfants, il y a 15 ans. Et puis maintenant, on a 70 enfants, on a des listes d'attente, on est en train d'essayer d'ouvrir une autre école à Kempenach. Et puis pour moi, ça me fait tellement, ça me donne tellement de joie de voir les enfants comme ils s'épanouissent. Quelquefois, ils viennent, ils ont une histoire difficile à l'école, ils sont comme ça dans les couloirs, ils osent pas prendre la place, ils osent pas courir, ils sont tout... Et puis après 2-3 semaines, c'est de nouveau des enfants détendus, avec la curiosité qui retourne, avec le courage de s'exprimer qui retourne, avec le courage d'avoir un avis propre, le courage de discuter. Et puis moi, je suis persuadée que c'est ce qu'on a besoin dans la vie. Et le fait de rendre ces enfants autonomes, en quoi est-ce que c'est constructif pour eux? Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes? Alors peut-être j'explique un peu la base théorique. Dans les années 70, il y avait Deci et Ryan, ces deux professeurs américains, qui se sont posé la question, les gens qui disent d'eux-mêmes qu'ils aiment leur vie. Peut-être c'est pas facile, mais ils sont bien dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis ils ont remarqué qu'il y a des choses communes. Et puis
Et puis, ils ont remarqué que souvent, ces trois besoins très profonds qui sont remplis. Alors, le premier besoin, c'est l'autonomie. Le sens que je ne suis pas victime. Le sens que j'ai quelque chose à dire de comment mon vie fonctionne, mon jour, comme ça. Le deuxième, c'est le sens de compétence. Je me sens compétent dans des domaines et je peux contribuer avec mes compétences. Et le social voit mes compétences et les wertschätzen, les valorise. Les valorise, c'est ça. Et le troisième, c'est les relations sociales, que je me sens partie de quelque chose de plus grand que moi. Je me sens partie d'une communauté. Et puis je sais gérer les liens sociaux dans cette communauté. Alors pour nous, si c'est ça qui fait qu'on a une vie qui fonctionne, on se demande les structures qu'on a, nous, dans l'école. Est-ce qu'ils aident à l'enfant de remplir ces trois besoins? Est-ce qu'ils apprennent à être autonomes? Est-ce qu'ils se sentent compétents? Est-ce qu'ils ont la possibilité de se sentir compétents? Est-ce qu'ils ont assez de temps de commencer à apprendre comment gérer les conflits, comment gérer les relations, comment gérer les négociations? C'est pour cela qu'on a au moins 50% du jour qui sont au libre jeu. Ouais. Alors là, maintenant, dès la pause, la plupart des enfants, ils vont être dehors, ils vont être dans la chambre de jeu, ils vont être partout. Et c'est pas les adultes qui vont dire ce qu'ils font. Et c'est dans le libre jeu où il y a toutes ces négociations qui se font. Qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que j'ai envie? Avec qui j'aimerais jouer? Si toi, tu ne veux pas jouer, comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer avec ma frustration? Si toi, tu ne joues pas comme moi je veux, comment je vais faire? Est-ce que je vais dire quelque chose? Est-ce que je ne vais pas dire quelque chose? Si on a un conflit après, comment je vais gérer tout ça? Ça, c'est tout cet apprentissage. On ne peut pas apprendre ça assis devant une feuille. Et puis souvent, comme adulte, on a la tendance de vouloir gérer pour eux. Alors je viens et je règle vos conflits. Souvent après, c'est un conflit entre trois. Au début, c'était entre deux et après, c'est entre trois. Mais nous, on les accompagne là à gérer le conflit. C'est aussi pour cela on veut pas verhindern, comment on dit, on veut pas qu'il n'y a pas de conflit. On n'essaie pas, nous, de faire qu'il n'y a pas de conflit. On donne la place, on donne la place pour que ça peut s'arriver, ce qui s'arrive, qu'on peut apprendre. Et le conflit, c'est quelque chose d'important de pouvoir commencer à apprendre comment gérer. Et puis à l'école, normalement, c'est toujours peut-être c'est pas normalement et pas toujours, mais la tendance des adultes, c'est de faire que tout le monde est gentil avec tout le monde. Et puis qu'on n'a pas de conflit. Ouais. Et si on fait ça, les enfants peuvent jamais apprendre. Parce que c'est toujours, ils pensent toujours, il va y avoir un adulte qui va m'aider. Il va y avoir un adulte qui vient poser les limites. Alors si on voit deux enfants et puis on voit que, ça peut... Peut-être on dit, mais sens bien si c'est encore bien pour toi. Ou on dit, tu sais, tu peux dire stop quand tu veux. Ou on dit, si le jeu c'est trop pour toi, tu peux sortir, tu sais. Mais on ne dit pas stop. C'est pas nous qui posons les limites, parce qu'on veut que eux ils apprennent. C'est pour cela quand tu vas maintenant, tu marches, il y a presque pas de conflit. Non, je confirme, il y en a pas. Et puis si moi je sors d'une chambre, il y a rien qui change.
si la maîtresse sort du chambre, il n'y a aucune différence parce que c'est pas les enfants apprennent à se gérer soi-même. Oui. C'est Oui. pas nous qui se how do you say Qui choisissons à leur place. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai passé 1 heure avec les enfants. J'ai senti vraiment qu'ils étaient en communauté. C'était une communauté et ils apprenaient vraiment le respect de l'autre. Et j'ai été frappée aussi d'ailleurs sur le fait qu'il y ait une enfant qui est en chaise roulante. Donc, ça veut dire que vous avez la place ici pour accueillir les enfants handicapés ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors ça, c'est pour la partie des liens sociaux. Pour la compétence, pour qu'un enfant puisse, et nous d'ailleurs aussi, pour qu'on puisse se sentir compétent, ce qu'on demande doit être quelque chose que je peux faire. Si on me demande maintenant de sauter 2,5 mètres, je peux pas. Et si j'arrête d'essayer, après on me dit, mais toi, t'es comment on dit, foul. Mais pourquoi tu ne fais plus? Donne-toi un peu plus de... Comme ça. Mais si on me demande de faire quelque chose que je peux pas faire, j'ai aucune chance de pouvoir faire. Alors on arrête. C'est pour cela que chaque enfant a un coach et puis on regarde avec le coach que ce qu'on demande, c'est toujours en discussion avec l'enfant. On regarde toujours ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais faire en maths? Maintenant, tu sais les tables de multiplication, alors les fractions seraient bien. Est-ce que tu veux regarder? Je te montre une fois. Et puis après, c'est toujours en communication comme ça. L'enfant peut avoir du succès. Parce que c'est le succès qui donne envie de faire plus. Et puis là, ça décode un peu de ce qu'on apprend dans une école publique, dans le sens où chez nous, dans une école publique, il y a des normes. À tel âge, tu dois savoir ça. À tel âge, tu dois savoir lire, tu dois savoir écrire. Et puis là, en fait, ça peut arriver qu'un enfant de 7 ans ne sache pas lire. Et pour vous, c'est OK, quoi. Absolument. Mais absolument, parce que si ça fonctionnerait, qu'on dit tu dois pouvoir lire, alors on aurait tous les enfants qui pourraient lire. Mais le fait, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas. Et si on regarde la variabilité dans la primaire, l'école primaire, c'est 2 ans de plus et 2 ans de moins dans chaque compétence. Alors la lecture, on a des enfants de 10 ans. Il y a des enfants qui sont au niveau d'un enfant de 8 ans, un niveau d'enfant de 12 ans. Et ça, c'est encore normal. C'est même pas les enfants qui ont encore un peu de troubles de lecture. C'est normal. Et pour nous, un enfant a le droit d'être normal. Et puis, si on laisse un enfant qui ne peut pas encore lire, alors on attend. On attend encore 1 an, on attend encore 2 ans. On donne pas, on fait pas de pression. On donne au cerveau la possibilité de mûrir. Et puis tout à coup, l'enfant peut lire. Moi, j'ai un enfant, elle a commencé à lire en 3e. Elle a commencé à lire après 1 mois, 2 mois, elle a commencé à lire des livres. Elle était assise là, et puis elle a dit, mais j'adore lire. Et c'est ce que je veux. Ça m'intéresse pas quand on commence à lire. Ça m'intéresse que à la fin, on a le joie de lire. Je dis toujours, quand les parents se font un peu de soucis, je dis, alors viens, maintenant on marche tous les deux. Là, on marche. Et maintenant, on doit deviner qui de nous a commencé à marcher avant l'autre. Est-ce que toi, tu as commencé à marcher avec 10 mois
Est-ce que toi, tu as commencé à marcher avec 12 mois? Est-ce que toi, tu as commencé à marcher avec 15 mois? Est-ce qu'on voit ça quand tu marches? On ne voit pas. Et c'est égal. Le but, c'est qu'on peut marcher. Ouais. Et avec la lecture, c'est la même chose. Le but, c'est qu'on peut lire. Mais c'est complètement égal. Si c'est en première, en deuxième, en troisième. Là, je voudrais juste m'adresser aux parents qui nous regardent et qui ont des enfants. Retenez ce qu'elle vient de dire simplement. Votre enfant, il est juste normal en fait. C'est pas parce que pour l'instant il n'arrive pas encore à lire. Ça rassure tellement. Moi, j'ai passé juste 1 heure avec les enfants et ça m'a déjà guéri de tellement de choses que j'aurais encore des questions. Mais comment est-ce que vous faites si par exemple vous voyez qu'un enfant peut avoir des problèmes, je dis de dyscalculie ou de dyslexie, comment vous l'accompagnez? Voilà, alors, ça c'est une grande question. D'abord, je veux vite encore juste dire aux compétences parce que, comme être humain, on est tellement beaucoup plus que la lecture et les maths. Oui, bien sûr. Que pour nous, c'est important que dans l'école, il y a tous les domaines d'être humain, le plus grand possible pour se sentir compétent. Alors, on fait la cuisine, on a le bricolage, on a le dehors avec un trampoline, on va à la ferme, les enfants peuvent faire du cheval, ils peuvent faire du yoga. Alors il y a beaucoup de choses pour que chaque enfant peut voir que je suis compétent. Quelque part. Et puis, la deuxième chose, on n'a pas de classe et les enfants sont tout mixtes de l'âge. Alors, il n'y a jamais l'idée de normal. Il n'y a jamais l'idée que les enfants, ils ne savent même pas dans quelle classe ils sont. Oui. Ils savent. Si on demanderait dans quelle classe? Deuxième, troisième, ils ne savent pas. Ce n'est pas important. Ils ne savent pas l'un de l'autre dans quelle classe ils sont. C'est pas important. Ils savent pas l'un de l'autre. Ils savent pas l'un de l'autre si quelqu'un est bien en maths ou pas. C'est pas important. Alors c'est pour cela. Après, la question de la dyscalculie, la dyslexie et tout ça. Les parents ont peur. S'ils pensent que cette dyslexie, cette dyscalculie fait que leur enfant ne peut pas avoir une profession. Oui. Et puis, si on ne peut pas avoir une bonne profession, on va être malheureux. Alors, la question finale, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux dans la vie? Il y a plein de gens qui ne savent pas du tout faire les maths. Mais ils sont heureux. Ils ont trouvé une profession, ils ont trouvé une place dans leur vie où ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin des maths. Alors un enfant qui a la dyscalculie, si on définit l'enfant par sa dyscalculie, on lui donne le sentiment, mais tu ne peux pas, tu n'as rien à offrir, t'es pas assez, t'es pas assez. Et c'est ça qui est mauvais. La dyscalculie, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment on le regarde avec ça. C'est le problème, c'est comment on le regarde avec ça. Et chez nous, on dit, mais ça peut être que tu as un peu de problème avec les maths. Mais ça fait rien. Wow. T'es tellement génial au théâtre. T'es tellement génial avec les animaux. Maintenant, on a un garçon qui va faire Gärtner, Gemüsegärtner, les légumes. Oui. Il aime travailler dehors. Il va travailler dehors. Il n'a pas besoin des maths, pas beaucoup. Et si on reconnaît que ce qu'on veut comme parents, c'est que l'enfant est heureux, alors on se demande qu'est-ce qu'il y a besoin pour être heureux. On a besoin de se sentir autonome,
on a besoin de se sentir compétent, on a besoin de pouvoir gérer ces liens, ces relations sociales. Est-ce qu'il y a besoin pour pouvoir faire les maths? Non. Est-ce qu'il y a besoin pour pouvoir écrire magnifiquement? Non. On a besoin de pouvoir écrire un peu. On a besoin de pouvoir lire un peu. Et c'est le but que chaque enfant peut faire le minimum. On travaille sur ça pour pouvoir gérer la vie. Et puis après, on a des enfants où c'est facile. Alors, ils veulent faire le gymnase, ils veulent aller étudier. Magnifique. On a des autres enfants qui veulent travailler avec des animaux, qui vont faire ça. Ils vont être heureux. Magnifique. On ne dit pas qu'un est mieux que l'autre. Oui, c'est vraiment, ça me touche, mais énormément, votre manière de voir les choses et qui pour moi sont tellement normales, mais c'est tout l'inverse de ce que moi j'ai reçu et beaucoup d'enfants ont reçu. Et je vais aller loin dans les questions que je vais vous poser parce que j'ai envie que les gens, j'ai envie de répondre aux questions des gens qui nous regardent. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est vraiment aussi des enfants qui ont suivi votre école, une fois qu'ils ont envie de retrouver une école normale, standard, on va dire, par exemple aller à l'université. J'entends des parents des fois qui me disent « Ah, mais ils ont fait Montessori, alors après c'est très compliqué pour eux, ou ils y arrivent pas. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Depuis 15 ans, j'ai des enfants qui font l'université, il y a mes deux propres enfants qui ont fait l'école tout ici. Ma fille, elle étudie à l'école hôtelière de Lausanne. C'est difficile d'y entrer. Mon fils, il étudie la philosophie et le sport, il adore. La question à la base, c'est toujours, est-ce que si les enfants ont le droit de choisir ce qu'ils veulent faire, et puis si les enfants, ils ont le droit d'être heureux dans leur vie à l'école, est-ce que c'est pas vrai qu'ils n'apprennent pas à faire des choses difficiles? La réflexion, c'est qu'il faut apprendre à faire des choses qu'on n'aime pas. Wow. Et puis, nous, on dit, non, on ne doit pas apprendre de faire des choses qu'on n'aime pas. Il faut apprendre à faire les choses qui viennent avec les choses qu'on veut. Alors, si je veux faire les études, il va y avoir des choses que je n'aime pas. Mais si j'aime faire les études autant que je suis prêt à faire ce que je n'aime pas, il n'y a aucun problème. Mais on ne veut pas des gens qui font des choses qu'ils détestent. Parce qu'ils vont être malheureux dans leur vie. On veut des gens qui peuvent sentir ça me fait pas bien, alors je fais pas. Et les enfants qui vont au gymnase, ils ont choisi de faire le gymnase. Ils sont prêts à gérer avec les tests, avec tout ce qui vient avec. Il n'y a aucun problème. Là aussi, on a beaucoup de projets qu'ils peuvent faire. Alors on a la règle suivante. Si on ne connaît pas encore, par exemple, on a le théâtre qu'on peut faire, on a de faire avec les chevals, on a le yoga. Alors la règle, c'est qu'une fois, tu dois aller regarder. Parce que tu ne peux pas faire une décision sans connaître. Et là, on ne discute pas. C'est nous, on dit, une fois, tu dois aller regarder. Les enfants, ils savent ça, et puis ils sont prêts. Après, une fois, tu peux choisir. Si tu t'inscris, c'est une inscription pour 6 semaines. Si tu t'es inscrit, on ne discute plus. Tu ne peux pas dire la semaine prochaine, j'ai pas envie. Tu t'es inscrit. Alors, on a ce sentiment d'intégrité. Tu fais ce que tu as dit, tu vas faire. Quand on fait le planning pour la semaine, je suis ton coach. Tu as dit que tu veux faire les fractions. On a choisi une feuille ensemble. Tu as dit que tu vas faire. Moi, je compte sur toi. Et je veux que toi, tu peux compter sur toi-même. Que tu fais ce que tu as dit de faire. Ça apprend aussi la persévérance. Hein. C'est ça. Et c'est important. Et c'est important. Et là, on discute. On discute beaucoup avec l'enfant. Si toi, tu commandes quelque chose, tu commandes un vélo.
tu vas au magasin et puis il te dit « Ah, mais j'avais pas envie de le préparer. Viens demain, tu vas demain. Oh, mais c'était tellement joli. Hier, j'étais à la piscine au lieu de faire ton vélo. » Et je demande l'enfant, est-ce que tu vas encore une fois chez ce magasin? Ils me disent, mais pas du tout. Et je dis, parce qu'on ne peut pas compter sur ce monsieur, sur cette femme. Ce qu'il dit et ce qu'il fait ne sont pas en cohérence. Et nous, on veut que l'enfant sait que si l'enfant dit, je fais, l'enfant sait, elle va faire. Pour faire ça, il faut donner le choix. Parce que je ne peux pas dire, je te dis que tu fais ça, et puis après tu n'as pas fait. Alors tu ne respectes pas ton mot. Non, non, c'est pas vrai. C'était mon mot, pas le tien. Ouais. Toi, tu n'as pas dit que tu vas le faire. Alors si on veut l'intégrité, il faut donner du choix. On ne peut pas avoir de l'intégrité sans donner du choix. Oui, c'est magnifique en fait parce que ça laisse vraiment la place à l'enfant et d'un seul coup prendre conscience de l'importance de la parole, de l'engagement et puis ce que j'ai remarqué aussi ici et puis vous allez me dire mais j'ai l'impression que on permet à l'enfant d'être en échec et qu'au contraire c'est valoriser l'échec. Et puis tu avais dit tu as vu des enfants qui s'ennuient. Oui. Voilà. Et puis, c'est important de s'ennuyer. Parce que souvent, aussi à la maison, c'est ce jeu-là. Je m'ennuie. Oui. Et puis après, maman, dis-moi ce que je dois faire. Après, toi, tu proposes, tu pourrais faire ça. Mais non, j'ai pas envie. Tu pourrais faire ça. Mais non, j'ai pas envie. Tu pourrais faire ça. Oh, mais j'ai pas envie. Alors, c'est à qui la faute que moi j'ai envie? C'est la faute de la maman. Parce qu'elle m'a pas dit des bonnes suggestions. On joue pas ce jeu. Si toi tu viens et puis tu dis tu t'ennuies, je dis oh, où est-ce que tu t'aimerais ennuyer? Tu t'aimerais ennuyer chez moi, tu t'aimerais ennuyer dans la chambre des matelas. Tu sais déjà combien de temps tu t'aimerais t'ennuyer? Comme ça, l'enfant, elle comprend que de s'ennuyer, c'est une décision que elle prend. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas horrible. C'est magnifique si on peut s'ennuyer. Quelquefois, je dis, mais j'aimerais bien m'ennuyer avec toi. Peut-être je viens un peu avec toi, m'ennuyer. Moi aussi, j'ai envie de m'ennuyer un petit peu. Quand on est adulte, on n'a plus le temps de s'ennuyer. Voilà. Mais si on vient comme adulte toujours et puis dès qu'il y a un enfant qui s'ennuie, on pense je dois faire quelque chose. On ne doit pas s'ennuyer. Et puis après, on dit que les enfants, ils n'ont plus de créativité. Les enfants, ils ont besoin de s'ennuyer pour découvrir dans eux ce qu'ils ont envie de faire. On doit leur laisser le temps. Et pas venir, fais ça. Oui, je le vois avec mon fils qui a 5 ans et demi et puis des fois il me dit mais je m'ennuie. Je lui dis mais c'est très bien. Voilà. C'est super. Alors je te laisse maintenant. Et puis en fait, j'ai remarqué qu'il a pu créer des choses et que maintenant mais il s'amuse, il a découvert des cabanes. Je dis OK, cet endroit, le salon, c'est ton endroit. Puis vas-y, crée, découvre. C'est ça. Et puis du coup, il y a une interaction qui joue avec sa sœur. Et puis, je pense que c'est très important que les enfants s'ennuient. Ouais. Et aussi de toujours penser chaque chose que moi je règle pour l'enfant. Oui. Je leur prends la possibilité d'apprendre à régler eux-mêmes. Oui. Alors chaque fois quand je fais pour eux, je les fais plus petits qu'ils sont. Oui, et ça me parle beaucoup parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu mon fils, on était dans un endroit avec des amis, mais des enfants qui ne connaissaient pas. Et le réflexe que j'ai eu envie, c'est d'aller vers lui parce que je le voyais qu'il s'ennuyait, puis ça me faisait mal au cœur qu'il soit seul. Et j'ai eu envie d'aller et lui dire... Puis après, j'ai dit non, je le laisse. Oui. Je le laisse s'ennuyer, je le laisse être seul et puis choisir... Est-ce qu'il aura le courage ou l'envie d'aller vers les autres?
Puis effectivement, c'est ce qu'il a fait, et puis après, il a reculé, et puis après, il a réavancé. Mais effectivement, c'est très important de laisser l'enfant aller vers les autres aussi. Oui. Ouais. Ce qu'on fait, on travaille avec on a découvert Love and Logic, qui vient aussi des années 70, et puis il y a des choses dedans qui me plaisent beaucoup. Et par exemple, il y a une façon d'aider à l'enfant de s'aider lui-même. Et puis la façon dans Love and Logic qu'on fait, que si un enfant qui vient avec quelque chose, mais il y a blablabla qui m'a dit blablabla, on demande, oui, ça fait mal au cœur, hein. Qu'est-ce que tu penses tu aimerais faire? Et puis en disant ça, on lui signale qu'il y a des choses qu'on peut faire, et puis c'est une chose de penser. Alors qu'est-ce que tu penses tu aimerais faire? Souvent les enfants disent rien, parce qu'ils ont seulement voulu que nous on le sait. Ok. S'ils disent, moi, je ne sais pas, on demande, est-ce que tu aimerais entendre comment des autres enfants ils ont fait dans une situation comme ça? Là, ils peuvent encore une fois choisir. Quelquefois, ils disent non. Et puis, quelquefois, ils disent oui. Alors, tu proposes 3 ou 4 choses. Tu dis, mais j'ai vu des enfants qui ont essayé de dire quelque chose de retour. Qu'est-ce que tu penses, comment ça fonctionnerait? Oh non, après on va avoir la bagarre. Il y a des autres enfants qui ont essayé de dire à l'autre qu'on n'aimerait pas entendre ça. Non, ça j'ai déjà essayé, ils n'écoutent pas. Après, il y a des autres enfants qui ont essayé d'éviter cet enfant pour un moment. Qu'est-ce que tu penses? Oh, je ne sais pas. Après, on dit, je te laisse réfléchir, bonne chance. Pour signaler qu'il y a encore d'autres possibilités, et pour signaler que le problème, d'ailleurs, c'est son problème. C'est pas à moi de le résoudre. Mais je suis là, je le sais, je le soutiens, je donne un peu d'idées. Et puis, presque toujours, il y a quelque chose que l'enfant après sait comment faire. Alors, c'est une façon d'être là sans prendre le problème. De ne pas laisser seul. C'est ton problème. Ça m'est égal. Non, c'est je te vois, je t'entends, je suis avec toi et je te donne confiance que toi, tu vas trouver une solution. C'est juste incroyable de voir que d'un seul coup, l'enfant est remis à sa place et que on lui donne la confiance d'être lui-même, d'être dans son identité. Et puis, comme vous aviez dit, hein, on lui donne les bases pour avoir les compétences, l'autonomie. Et c'est juste très touchant et moi, j'y adhère. Mais j'avais une autre question justement par rapport à ce type d'école. Quels sont vos tarifs? Parce que j'ai vu que c'était assez onéreux. Comment est-ce que vous justifiez ces prix? Et puis, comment est-ce que vous faites si des gens n'ont pas les moyens aussi de payer cette scolarité? Oui. Alors, les prix, c'est 1100 francs en école primaire. Et, par mois, hein? Par mois, oui, jusqu'à 1400. Ça dépend combien de demi-journées on est là. Et puis 1500 dans l'école secondaire. Et au Kinderhaus, en bas, c'est 220 francs par matinée par mois. Par demi-journée par mois. Les prix, c'est tout simple. C'est le prix coûtant. C'est le prix qui fait possible le fonctionnement. Oui. Alors, c'est tout juste. On fait pas de profit. Pour moi, c'est important de payer les maîtres normales. Alors, beaucoup d'écoles privées, ils décident de ne pas payer les maîtres autant que l'école publique. Pour moi, c'est très important que les maîtres, ils ont le même salaire. Oui, c'est ça. Après, je suis très, très, très conscient qu'il y a des familles qui ne vont pas pouvoir c'est un problème politique. C'est pas un problème que moi je peux résoudre. Si
je commence à faire des tarifs sociaux, on peut jamais planifier. Ça donne un déséquilibre entre les familles riches et les familles pas riches parce que on a besoin les familles riches pour pouvoir subventionner les autres enfants. Alors, il y a je crois inconsciemment, on veut garder les familles riches. Ça, je veux pas. Il y a chaque enfant qui est le même, ça m'intéresse pas. Ce que ici la famille est riche ou pas. Il y a des familles qui peuvent venir parce qu'il y a les grands-parents qui aident. Il y a des familles qui viennent parce qu'il y a alors les parents qui aident. Il y a une autre famille qui a pris une deuxième hypothèque sur la maison. Ah ouais, donc parce que la priorité pour eux, c'est l'éducation, quoi. Alors il y a chaque famille qui essaie de trouver une solution, mais là aussi, je donne confiance à la famille de résoudre leur propre situation. Oui, problème, ouais. Si moi j'essaie de prendre tous les problèmes de tout le monde, je peux plus fonctionner comme ça marche plus. Ouais, ça marche plus. Ouais. Ouais. Non, mais c'est magnifique de se dire, de remettre les choses à leur place. Effectivement, c'est pas un problème qui vient de vous, c'est un problème de la société. Et qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire pour nos enfants, en fait? Et la question que je me pose aussi, c'est ces coachs, ces professeurs qui sont ici, ils ont fait des études à la Haute École Pédagogique. Est-ce qu'ils ont en plus une formation? Oui, il y a presque tout le monde qui a encore une formation de Montessori. Pas la grande officielle, mais on travaille avec un institut en Allemagne qui font de très bons cours. Alors là, il y a, oui, je dirais 80% des maîtres qui ont déjà fait cette formation. Et puis pour les parents qui justement n'ont pas forcément trouvé de solution pour trouver de l'argent pour mettre leur enfant dans cette école, est-ce que là, vu que vous avez aussi beaucoup d'expérience et de connaissances, vous pourriez apporter quelques outils pour partager, permettre aux enfants à être épanouis et heureux? Est-ce que vous avez des outils déjà que vous voudriez transmettre? Moi, je crois le cadeau le plus grand qu'on peut faire aux enfants, c'est leur donner confiance. C'est de refuser d'être dans cette machine de peur qui fait que on commence en pensant il faut avoir une profession bonne pour être heureux, alors on doit être bonne dans l'école, alors on doit mettre pression aux enfants pour qu'ils vont être bien dans l'école, alors ils sont malheureux pendant 9 ans pour peut-être une fois être heureux. Mais la chose très triste, c'est que le cerveau, il y a une chose hormonelle qui se fait dans le cerveau, c'est que l'émotion qu'on gère la plus souvent, c'est l'émotion à laquelle le cerveau s'habitue. Alors c'est l'émotion qu'on est le plus confortable dedans. Alors si on est dans l'angoisse beaucoup, c'est l'émotion que le cerveau il sait. Alors il va dans l'angoisse très vite. Ah d'accord, presque comme un conditionnement en fait. C'est un conditionnement. C'est l'émotion de base. Alors si on fait toujours pression, on apprend à l'enfant d'être dans cet état. Alors on l'habitue à cette émotion-là. Alors si on veut un enfant heureux, il faut faire sûr qu'elle est heureuse. Et puis on peut très bien aider à l'enfant, je crois. Si un enfant ne sait pas lire bien, si un enfant qui ne sait pas faire les calculs bien, si un enfant qui n'a pas de bonnes notes en école, c'est de dire chaque jour, je t'aime n'importe quoi. Je t'aime comme tu es. Je sais que tu fais le mieux que tu peux et puis j'ai tellement confiance que tu vas trouver ta place, que tu vas pouvoir gérer ta vie magnifiquement.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis je suis là pour te soutenir. Et tu ne dois pas, j'ai pas une image à laquelle tu dois comment on dit? Oui, te comporter, te caractériser, Voilà. correspondre. C'est ça. C'est ça. Je suis là pour être curieux qui tu es. Il y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire comme ça où il y avait une maman qui avait des soucis avec son enfant parce qu'il était dans une école où il était en échec. Et c'était les professeurs n'en pouvaient plus, c'était difficile. Cet enfant souffrait et puis cette maman a demandé de l'aider et puis les professeurs, le directeur a dit que c'était plus possible. Et puis cette maman a décidé en fait d'aider son enfant. Elle l'a sorti de l'école et tous les jours, elle lui a répété en fait que s'il sortait de l'école, c'est parce que c'était un génie. Ça me donne des frissons et en fait cet enfant, elle lui a répété que c'était un génie tous les jours et elle l'a accompagné dans ses études et c'est vraiment ce qui est arrivé en fait. Elle en a fait un génie et l'importance de répéter à nos enfants qui sont juste parfaits comme ils sont et qu'en fait ils ont tout en eux et à quel point on les aime tels qu'ils sont. Et c'est vrai que la manière dont on leur parle, la manière dont on les regarde, la manière dont on les accompagne, ça va vraiment déjà les conditionner. Donc, ce que vous dites, simplement d'aider nos enfants à avoir confiance en eux. Et je ne connaissais pas cette émotion qui était présente dans le cerveau et qui allait le conditionner. Je me dis, oui, alors, au lieu d'y mettre de la peur, peut-être y mettre de l'amour et puis peut-être y mettre de la joie. Et la dernière question que je me posais aussi, c'était est-ce que les parents, il existe des formations Montessori pour les parents? Ça, je ne sais pas. Nous, on fait beaucoup pas beaucoup, mais on fait 2 fois par année, on fait des soirées sur Love and Logic. 2 fois par année, on fait des soirées de parents sur la base, pourquoi on travaille comme on travaille. Et puis les parents, ils peuvent travailler eux-mêmes avec les matériels, ils peuvent travailler avec les jeux, juste pour sentir comment c'est. Parce que c'est pas, pour les enfants, c'est facile, mais pour les parents, parce qu'il y a l'enfant qui vient tous les jours, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai joué. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai joué. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais j'ai joué. Alors, c'est les parents qui doivent se rassurer un peu que, voilà, c'est jouer, mais c'est quand même, ils apprennent beaucoup en jouant. Et c'est ça. Et c'est ça. Comme ça, on fait possible aux parents de jouer et de voir, mais j'ai appris beaucoup. J'ai joué et j'ai appris beaucoup. Ouais. J'ai envie de terminer sur ce mot-là, d'apprendre en jouant, parce que c'est juste magnifique et j'espère que ça aura parlé aux personnes qui nous regardent. Et puis, je tiens vraiment à vous remercier de tout ce que vous faites. Merci pour cette interview. Pour moi, je pense que c'est tellement nécessaire qu'on repense la manière dont on fait l'école, que ça me fait tellement plaisir de pouvoir peut-être ouvrir 1 ou 2 portes pour des parents, de voir leurs enfants différemment et peut-être aussi 1 ou 2 enseignantes, de commencer à voir leur travail différent. Justement, je me dis dans cette interview, j'espère vraiment que ça vous aura apporté des idées, éclairé un peu plus sur ce que peut être une école alternative ou une école Montessori, et puis de se dire tiens, je peux faire autrement avec mon enfant, et puis le plus important, c'est peut-être qu'il soit heureux avant tout. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci. Beaucoup de plaisir à vous pour regarder, visionner et partager surtout, c'est le plus important. Merci.